Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde digitale intitulée « Crise sanitaire, économique et sociale, quel rôle aujourd'hui et demain pour les collectivités ?» Table ronde organisée par Innopolis Expo et le journal The Pro Territorial. Peut-être un mot sur Innopolis Expo, qui est un nouveau salon dédié aux innovations dans les villes et les territoires, qui doit se tenir les 2 et 3 juin prochains à la Villette à Paris, au Paris Events Center. Et The Pro Territorial, qui est un nouveau journal créé il y a à peu près 3 ans et demi, journal gratuit qui rassemble 100 000 lecteurs, qui s'adresse aux collectivités locales. Et ces 100 000 lecteurs sont des élus, des agents et des cadres territoriaux. Nous avons également une newsletter hebdomadaire. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter nos 3 intervenants. J'en profite pour les remercier tous les 3 d'être là aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Xavier Albertini, vous êtes vice-président de la région Grand Est, en charge de la stratégie et de la prospective. Christophe Bouillon, maire de Barentin, dans la Seine-Maritime, et vous êtes aussi président de la PVF, l'Association des petites villes de France. Et troisième intervenant, Romain Pasquier, vous êtes directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Territoire et mutation d'action publique à Sciences Po Rennes. Avant de vous donner la parole, peut-être quelques éléments de cadrage. Je voulais vous proposer effectivement de décomposer notre table ronde en 3 temps. Pour faire simple, j'ai envie de dire hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'est un peu un premier bilan, si je puis dire, de la crise sanitaire qui a bientôt 1 an, et de voir comment les collectivités se sont investies depuis le premier jour, un peu dans tous les domaines, en matière sanitaire évidemment, mais pas uniquement, en matière aussi économique et sociale, et de maintien des services publics locaux, particulièrement en période de confinement. On parlera aussi un peu bilan des relations entre l'État et les collectivités, qui des fois ont été tendues, même assez souvent tendues, avec des moments aussi différents. Ça, on reviendra dessus. Deuxième temps, donc j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même si malheureusement la crise sanitaire est loin d'être terminée, mais on est quand même dans une phase plus de reconstruction, de relance. Donc avec le plan de relance et le rôle des collectivités. Un certain nombre de collectivités, les plus grandes, ont mis en place leur propre plan de relance. Mais c'est vrai que l'idée, c'est l'adaptation du plan gouvernemental avec les collectivités. On a beaucoup parlé de territorialisation du plan de relance, de voir ce que ça signifie et de voir qu'il peut peut-être avoir des fois des déceptions localement avec un État qui reste peut-être un peu central dans sa façon de fonctionner. Et troisième temps, demain, un peu les leçons de la crise et du besoin qu'elle signifie sur une nouvelle organisation des relations entre l'État et les collectivités. Ce n'est pas nouveau ce constat, mais on va dire qu'il est peut-être encore plus fort aujourd'hui. On a eu ce constat aussi après la crise des Gilets jaunes, même des textes en préparation comme le fameux projet de loi 4D dont on parlera aussi découle de la crise des Gilets jaunes. Donc on verra si cette nouvelle organisation, comment se présente-t-elle, si même elle est possible dans notre pays et comment elle s'invitera dans différents rendez-vous électoraux, et je pense notamment peut-être à la campagne présidentielle de l'année prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de commencer, donc peut-être dresser rapidement un peu un premier bilan. Je sais que c'est pas facile vu l'étendue du sujet, mais c'est vrai pour qu'on passe peut-être plus de temps sur aujourd'hui et surtout sur demain. Donc, un premier bilan, votre diagnostic un peu de ces périodes si particulières. Et je vais peut-être donner la parole tout de suite à Romain Pasquier. C'est vrai que quand on a échangé ensemble, vous insistiez sur un État très, très vertical. Et ça, c'est pas nouveau ce constat-là, mais peut-être que ça a rarement été à ce point-là. Et cette verticalité, elle était encore plus forte en matière sanitaire, historiquement. Et malheureusement, ça se traduit encore beaucoup aujourd'hui. Donc, Romain Pasquier, peut-être un premier diagnostic, si je puis dire. Disons que, de mon point de vue, la crise a mis à nu les traits saillants de la gouvernance territoriale, de la gouvernance publique à la française. Vous l'avez dit, d'une certaine manière, la crise ne nous a rien appris de plus. Simplement, elle a amplifié un déjà là que l'on connaissait très bien. Vous l'avez rappelé, la verticalité de l'État, confère par exemple ce premier confinement qui ne
concernait essentiellement que le Grand Est, la région Île-de-France et immédiatement un confinement général a été décrété du jour au lendemain. Donc cette verticalité de l'État, elle a été extrêmement présente. Elle est aussi très difficile, on le voit dans la capacité que l'État a eue à nouer des relations suivies, coordonnées, anticipatrices avec les collectivités territoriales. Ça s'améliore peut-être un peu un an après la crise, en tout cas le début de la crise, mais on l'a vu à plusieurs phases, l'État prenant la décision et informant simplement, parfois au dernier moment, les élus qui sont quand même la plupart du temps les premiers intéressés. Et puis, ce qui a été très frappant de mon point de vue aussi, c'est le caractère totalement désarticulé de l'État. C'est-à-dire que on paye d'une certaine manière 15 ans d'agencification de l'État. On a vu un préfet qui avait les pires difficultés à coordonner la santé publique. D'ailleurs, il n'en a plus la responsabilité directe. Hein, ce sont les ARS. Il y a un préfet de la santé en France, on l'a découvert, c'est un directeur de l'ARS. Donc, s'il n'y a pas de bonne coordination entre le directeur de l'ARS, le ou les préfets, préfets de région, préfets de département, le ministère de la Santé, Santé publique France, les hauts conseils, j'en passe et des meilleurs, le ministère de l'Intérieur, etc. On voit que les lignes hiérarchiques en 20 ans se sont très fortement affaiblies, hein, et que le préfet n'est plus le patron véritablement de l'État dans les territoires. Alors, il a progressivement, je pense, repris la main, contraint par la crise. Mais on voit bien qu'il y a une grosse difficulté de coordination des services de l'État. Hein, donc, c'est un État désarticulé entre les administrations centrales, l'État déconcentré et les différentes agences. Et puis, on a vu aussi les collectivités territoriales. On les savait réactives. Elles se sont avérées très réactives, effectivement. Et en même temps, on connaissait le millefeuille institutionnel français. Eh bien, le millefeuille s'est aussi révélé. C'est-à-dire que les réactions des collectivités territoriales ont parfois été assez cacophoniques, on peut le dire. Hein. Chacun y allant de sa commande de masques, chacun y allant de son initiative, la plupart du temps à juste titre, si vous voulez. Mais la coordination globale n'était pas au rendez-vous. Oui, justement, sur les masques, je sais qu'il y a je ne sais pas si c'était le cas dans le Grand Est, mais des fois des commandes groupées et des fois coordonnées par les régions et des fois avec les départements, voire les grandes intercos. Donc, c'était variable selon les cas. Mais globalement, vous ressentez-vous un manque de coordination entre les initiatives de collectivités et des fois même des collectivités qui n'étaient pas très loin et qui ne communiquaient pas forcément entre elles sur ce qu'elles pouvaient faire et ce qu'elles pouvaient faire ensemble? Oui, de toute façon, il n'y a pas d'obligation de coordination, il n'y a pas d'obligation de coopération dans la décentralisation française, ni entre l'État et les collectivités territoriales. On a quand même vu des commandes de masques de collectivités être réquisitionnées sur les tarmacs des aéroports. Enfin, c'est complètement inédit, complètement inédit. Va nous en parler parce qu'effectivement, la région Grand Est a été confrontée à ces scènes. Avant de lui donner la parole, juste, et j'ai oublié une chose au début, c'est qu'effectivement, notre table ronde vous donne vraiment la parole. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et j'attendrai pas la fin pour les transmettre à nos différents intervenants. J'essaierai de le faire tout au long de la table ronde. Et vous avez dû le voir hein, sur votre écran, c'est en haut à droite, vous avez une fenêtre spéciale pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas et faites-le dès à présent. Xavier Albertini, je reviens vers vous. Est-ce que vous retrouvez dans le constat que faisait Romain Pasquier à l'instant et peut-être aussi un mot sur ces fameuses commandes de masques et de voir, c'est vrai que toutes les collectivités se sont investies, mais particulièrement les régions. C'est vrai que les régions, je me souviens, l'association Régions de France avait publié des chiffres, je les ai oubliés, mais c'était des chiffres assez impressionnants de tout ce qu'avait commandé l'ensemble des régions. Oui, alors je partage effectivement une grande partie de l'analyse de Romain Pasquier sur effectivement la situation au moment de l'entrée dans la crise de l'État en général. J'ajouterais peut-être aussi que l'État, au-delà de sa conception, c'est aussi les hommes et les femmes qui la composent. Et que le vrai sujet, c'est une dimension d'atomisation
qui fait qu'en réalité, il y a eu beaucoup de personnes pour réfléchir à l'organisation. Je pense qu'on a vraiment un problème de courroie de transmission. Et comme on a en plus une atomisation à un millefeuille qui a été rappelé d'un certain nombre d'organismes qui sont venus au fur et à mesure se superposer les uns aux autres, le pouvoir décisionnaire qui semblait venir de Paris pour se diffuser a rencontré un certain nombre d'obstacles. Maintenant, si on se place au niveau de la région, et en particulier de la région Grand Est, dont je fais partie, il se trouve que malheureusement, dans cette situation, lorsque la Covid est arrivée, la région Grand Est a été frappée dans les premiers. Et dans ce cadre-là, la réaction a été d'abord une forme de sidération, même si le président de région sensible au regard, Jean Rotner, sensible au regard à la fois de la localisation, puisque ça se passait beaucoup à Mulhouse, et que c'est le premier adjoint de Mulhouse, l'ancien maire de Mulhouse, parce que aussi il était médecin urgentiste et qu'il avait une remontée de l'information importante, s'est rendu compte de la vague. Et il nous prévenait régulièrement, je vois encore les échanges que je pouvais avoir avec lui, moi qui me situe plutôt à l'ouest de cette grande région, au niveau de Reims, je vois encore les échanges que nous avions où, sensibilisé qu'il était, que la région était de cette situation, tout le monde ne prenait pas la hauteur, ce qui posait un problème également d'évaluation et de capteurs. Ce qui a fait aussi quelque part qu'il y a peut-être eu une surréaction par le biais de la verticalisation avec une logique de fermeture totale qui a entraîné de Brest à Marseille ou de Lille à Biarritz une situation de confinement total qui ne correspondait pas à une logique. Mais comme on a beaucoup évoqué la peur comme étant un élément, ça a pu compenser un peu ce schéma-là. Il y a beaucoup de psychologique. Pour revenir sur la région, il a bien fallu à un moment donné que les acteurs politiques, en particulier les décideurs politiques, puissent prendre des décisions qui allaient en première intention, et tout a été dans un premier temps dans ces directions-là, dans la protection de la population. Si ce n'est une carence, en tout cas un manque de lisibilité d'action qui a été menée, il a bien fallu que des gens réagissent. Et c'est ce qui a été le cas dans le cadre de la région Grand Est, au travers de la commande des masques, parce qu'on a une forme tous de résilience ou d'oubli. Mais je vous rappelle que nous avions des schémas et des communications relativement contradictoires à quelques semaines d'intervalle, où le masque n'était absolument pas conseillé, voire même déconseillé, et où il était ensuite nécessaire, obligatoire, et où on s'apercevait que localement, il n'y avait pas la disponibilité des masques. Localement, alors que ce soit au niveau de la région ou même la ville de Reims, puisque je faisais partie en ma qualité d'adjoint au maire, j'étais à côté du maire de Reims, les commandes de la collectivité, c'était une course, mais effrénée, parce qu'une forme de concurrence tout à fait, quelque part, éthiquement difficilement acceptable, mais qui répondait à un besoin, à une pression locale et régionale importante, il fallait trouver des masques. Donc les gens ont réagi avec leurs moyens, avec leur puissance d'organisation, avec leur maillage, et ensuite avec leur diffusion ou le rapatriement des masques. Et comme l'a rappelé M. Pasquier, avec ce côté très particulièrement frustrant, pour ne pas dire autre chose, que des réquisitions avaient lieu sur le tarmac. À Vatry, aéroport qui a reçu des masques pour la région Grand Est, l'État venait ponctionner directement les masques. Donc on comprend bien là le côté où c'est un peu un sauve-qui-peut pour sauver tout le monde, mais où quelque part on se retrouvait dans une situation relativement ubuesque. Et pour les décideurs, cette première partie de crise, si vous voulez, a été de pallier les manquements, de trouver des pis-aller pour répondre aux premières sollicitations qui étaient quelque part dans une forme de pyramide de Maslow, quelque chose qui était le premier niveau, qui était un niveau de survie. Et c'est là-dessus que les collectivités ont eu une capacité à réagir malgré leur taille ou grâce à leur taille. Et justement, sur les masques, je voulais juste rappeler, vous devez vous souvenir de cet épisode d'arrêtés municipaux pour le port obligatoire du masque, et arrêts qui ont été tous cassés. Je pense à celui de Sceaux, Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui était le premier, je crois, à avoir pris un arrêté et qui avait été cassé par le Conseil d'État, si je ne dis pas de bêtises, c'était remonté au Conseil d'État. Même arrivé, si vous me permettez, à une dimension relativement ubuesque, où l'exemple de Reims, c'est un exemple encore que je connais bien. Le maire a pris un arrêté dans un premier temps au regard de la progression de l'épidémie, d'abord sur un centre-ville. Et puis ensuite, pour des raisons de protection sur l'ensemble du territoire de sa ville, il l'a pris sur l'ensemble du territoire,
en particulier sur des territoires sur lesquels il existait les campus universitaires, les campus de Sciences Po, etc. Un référé liberté a été posé parce que certains ont considéré que c'était attentatoire à la liberté et donc le tribunal a cassé cette décision pour revenir sur un périmètre plus étroit. Et puis ensuite, avec la progression de la crise, à nouveau, le périmètre a été à nouveau municipalisé et à nouveau, il a été réduit. Ce qui fait que dans la lisibilité, dans la confiance, y compris adressée vis-à-vis des élus par rapport à des textes qui n'étaient que des textes de précaution, qui étaient des textes de bon sens, le juridisme l'a parfois emporté sur un caractère pratico-pratique, et derrière, on a créé là encore des formes d'interrogation, me semble-t-il, inutiles par rapport à une crise. Et donc, au lieu de calmer une angoisse, on a créé des points complémentaires. On l'a plutôt attisé. Christophe Bouillon, un peu, est-ce que vous retrouvez dans déjà les premiers témoignages que vous avez entendus, et peut-être aussi une vision plus au niveau de la commune, qui a eu aussi un rôle, peut-être sur un rôle particulièrement de proximité, d'aide aux personnes les plus vulnérables, pas uniquement, mais ça a été un rôle aussi important de la commune. Oui, moi je partage bien évidemment le constat à la fois appuyé de Romain Pasquier, qui n'est pas un constat nouveau d'ailleurs, il l'a dit, et puis le témoignage de Xavier Albertini. La maille est différente, mais le constat, le vécu est le même. C'est vrai qu'on a eu le sentiment parfois, comme élu, de ne pas être concerté. Un certain nombre de décisions, non seulement sont arrivées parfois tardivement, mais sont arrivées, j'ai envie de dire, comme si on avait la capacité au niveau des communes, en appuyant sur un bouton, d'enclencher des mécanismes immédiats. Je pense notamment au protocole sanitaire pour les écoles. Il faut savoir parfois que les instructions, ou en tout cas les consignes émanant des services de la préfecture, arrivaient parfois le dimanche ou le samedi en fin d'après-midi pour une mise en application le lundi. Chacun sait que, bien évidemment, le personnel attend le pied levé le week-end, prêt à être mobilisé un lundi matin. Tout ça n'est pas sérieux. On a eu le sentiment à la fois comme élu de ne pas être concerté, mais aussi comme agent de l'État. Je n'oublie jamais la double fonction des maires, qui sont aussi agents de l'État, où là, on n'a pas été respecté. Je crois que Romain Pasquier, je prends sa citation, et évoquait l'agentification de l'État. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que l'État, et notamment dans sa verticalité, le ministère de la Santé, fait appel à des cabinets, ne serait-ce que pour la question logistique, c'est-à-dire, et je crois que c'est aussi Xavier Albertini qui le disait, on a une concentration de moyens pour réfléchir, mais derrière, dans cette réflexion, il y a un élément qui manque, c'est comment on fait pour la mise en œuvre. Donc il y a vraiment une armée. Moi, je suis assez surpris quand vous faites la liste de tous les organismes qui sont en charge, notamment sur la stratégie vaccinale, où, pour le coup, autant lors du premier confinement, on pouvait prétester la surprise, elle est réelle, personne ne s'attendait à un tel coup de bambou, autant sur la question vaccinale, on savait qu'il fallait la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, l'ensemble des collectivités locales, que ce soit les régions, les départements ou les communes, ont fait savoir très tôt qu'elles étaient disponibles pour participer à ces stratégies, chacun dans ses compétences, pouvant apporter ici de l'aide en ce qui concerne les communes pour des lieux pour la vaccination, ou du personnel administratif pour accompagner cette vaccination, au niveau des départements pour les établissements de dépendance, par exemple, et la région pour des questions, bien évidemment, parfois de logistique. C'est quand même un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement. Pour l'achat de matériel spécifique, eh bien, il n'y a pas eu de réponse. Dès le mois de novembre, l'ARF, l'ADF, l'AMF, c'est-à-dire l'ensemble des représentants de ces collectivités, ont fait savoir qu'elles étaient là, qu'elles étaient disponibles, qu'elles savaient faire. Elles l'ont prouvé sur les masques, elles l'ont prouvé aussi sur les tests. Eh bien, pas de réponse. Et il a fallu qu'elles réinsistent à nouveau pour s'inviter autour de la table, alors qu'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de moyens mobilisés pour cette réflexion, mais encore une fois, jamais pour le dernier kilomètre. Nous, j'ai envie de dire, on est le premier kilomètre de la démocratie, c'est-à-dire que quand les questions se posent, les citoyens viennent nous voir, mais on est le dernier kilomètre de l'État, et là, parfois, il n'y a pas de son, pas d'image, et c'est un peu compliqué. Donc, on a ce sentiment, en effet, d'être pris entre l'enclume et le marteau, et c'est une situation inconfortable, et c'est une situation, quelque part aussi, qui crée de la méfiance vis-à-vis du pouvoir public, de la méfiance vis-à-vis de la décision publique. Et c'est là où je crois que
l'État ne mesure pas la chance qui existe dans notre pays par ailleurs, c'est d'avoir plus de 34 000 maires, c'est-à-dire de fait, normalement plus de 34 000 agents de l'État qui sont répartis partout sur le territoire et qui pourraient, à condition qu'on les actionne et qu'on les respecte et qu'ils soient concertés, eh bien, des éléments d'efficacité et d'agilité, la démonstration a été faite. Depuis un an, vous avez quand même ressenti des périodes différentes dans les relations avec l'État, des moments où ça a été mieux, des moments où ça a été moins bien. Mieux, je pense notamment à la préparation et même du déconfinement. Là, on est en mai, si je ne dis pas de bêtises, et où là, c'est le fameux couple maire-préfet dont on a vanté tous les mérites. Et c'est vrai que c'est un moment où ça fonctionnait mieux dans la façon de le préparer et même de le mettre en application. Après, à la rentrée, on a eu l'impression que ce couple était un peu moins présent, disons. Moi, j'ai l'impression que la relation État-commune, c'est je t'aime, moi non plus. Donc, on a des phases idylliques avec des recoulements et on vient nous chercher. On l'a fait, par exemple, à l'issue du mouvement dit des Gilets jaunes au départ, au moment du grand débat. On n'oublie pas que beaucoup de réunions se sont tenues dans la région, notamment dans les petites villes ou les villes moyennes. On est venu nous chercher, c'est vrai des régions, c'est vrai des départements et des communes, pour réussir le déconfinement à partir de mai. Et puis, il y a des phases où ça ne se passe pas bien. On l'a vu sur la vaccination, on l'a vu aussi sur un certain nombre d'autres aspects. Xavier Albertini le disait, par exemple, sur la question des arrêtés pour les masques, où les maires, en prenant leurs responsabilités, Philippe Laurent, qui est membre de la PVF, mais secrétaire général aussi de l'AMF, est un homme d'une grande responsabilité et il a appuyé la décision qu'il a prise de l'arrêter sur des médecins dans sa commune, à Sceaux, membres de son conseil municipal. Donc, ce n'était pas une décision prise à la légère. Et d'ailleurs, les maires, quand ils prennent ce type de décision, le font pas sur un coup de tête et sont souvent appuyés par l'expertise qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Donc, on voit bien qu'il y a cette relation un peu ambiguë. Pour le dire autrement, et c'est un témoignage assez fréquent chez beaucoup de maires, quand on s'adresse à l'État, on dit souvent laissez-nous tranquilles et ne nous abandonnez pas. Il n'y a pas de contradiction dans cette phrase. Le laissez-nous tranquilles, c'est en finir avec un côté tatillon parfois. On a un sentiment d'infantilisation de la part de l'État vis-à-vis des communes quand on sait faire sans doute mieux que les services de l'État sur un certain nombre d'aspects qui ont été rappelés. Et en même temps, c'est le rôle essentiel de l'État. Ne nous abandonnez pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi un État stratège, un État organisateur un peu. Donc c'est le rôle aussi d'assurer l'équilibre, d'assurer le fait qu'il n'y ait pas de territoire qui soit oublié. Donc on voit bien que c'est un rapport difficile. Il y a du stop and go. Je crois que ce qui est important peut-être pour éviter ce mouvement de va-et-vient, c'est d'éclaircir sans doute les règles. Et c'est l'attente qu'on a justement, on en reparlera sans doute, par rapport au texte 4D. Donc, peut-être avant de passer à la deuxième séquence que j'intitule aujourd'hui, on parlera plus de la relance. Je vois déjà une question qui est un peu liée à ce qu'on a dit, donc je vous la pose. Bon, c'est à moitié une question, à moitié un constat sur un élu. Moi, je dis un élu, je ne sais pas sa qualité, mais je pense qu'il est d'un département en tout cas, parce qu'il plaide pour le retour de la clause générale de compétence des départements. Et justement, durant cette première phase, il cite le cas d'initiatives de départements, notamment il y a eu comme ça des plans de soutien aux entreprises. C'est plus depuis la loi NOTRe, c'est plus de leur compétence et qui ont été, je ne sais pas si ça a été jusqu'au tribunal administratif, en général les préfets sont intervenus et qui lui, du coup, la question est de dire il faudrait ce retour de la clause générale de compétence. La situation durant la crise n'était pas normale. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Romain Pasquier, c'était pas à l'ordre du jour du projet de loi 4D, en tout cas, hein, le retour de la clause générale de compétence. Non, c'est pas à l'ordre du jour. Écoutez, moi je vais vous dire franchement ce que je pense de la clause générale de compétence. Je pense qu'il faudrait qu'une ou deux niveaux de collectivité la conservent. Aujourd'hui, c'est la commune qui garde la clause générale de compétence. Encore une fois, pour une commune de plus de 5000 habitants, je veux bien, mais en même temps, une toute petite commune de 75 habitants, à quoi ça lui sert la clause générale de compétence? Alors que la région Grand Est,
qui a quand même une puissance financière tout à fait importante, une puissance d'investissement, n'a pas la clause générale de compétence. De ce point de vue-là, on se ridiculise complètement vis-à-vis des pays voisins, hein, des États membres de l'Union européenne. Donc là, encore une fois, c'est là toujours la même histoire, c'est-à-dire des luttes institutionnelles entre les niveaux de collectivité. Pour ce qui concerne le département, il y a quand même 75% de ses compétences qui sont liées à des compétences d'action sociale très liées au cadre législatif. Et donc là, les départements font des chèques. En revanche, sur la solidarité territoriale, les départements ont, même sans clause générale de compétence, hein, vous savez, être chef de file en matière de solidarité territoriale, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit? Ils jouent là-dessus parfois pour faire passer. Il y a aussi des départements voilà, qui se sont servis de ça pour investir très proche de ce qu'on appelle le développement économique. Mais c'est vrai que l'aide directe aux entreprises, là, c'est la limite de l'exercice, ça passe plus. Je sais qu'à un moment, je crois me souvenir une phrase de Jacqueline Gouraud qui avait tendu un peu, en général, elle est plutôt à concilier les élus locaux, mais sur les départements, de dire vous avez assez de choses à faire en matière sociale, donc l'économique, laissez-le. Justement, un vice-président de région, qu'est-ce qu'il en pense, justement, des départements qui voulaient intervenir en matière économique? Est-ce que justement les régions et beaucoup les intercos et les communes aussi qui intervenaient beaucoup, est-ce qu'on avait besoin aussi de l'échelon départemental? À mon humble avis, je ne crois pas. Je pense que le vrai sujet ne se cache pas derrière la clause générale de compétence ou pas. La question, c'est l'efficience apportée à celui ou celle qui a besoin de l'activité et de l'accompagnement. Et en ce qui me concerne, je pense que effectivement, comme cela vient d'être rappelé, la taille critique d'une institution ou d'un EPCI ou éventuellement d'une région, par rapport aux compétences qui lui sont dédiées par la loi, justifie pleinement l'organisation. Maintenant, tout ça, c'est aussi affaire de bonne intelligence et d'une relation personnelle, si j'ose dire, en tout cas du bon sens que veulent bien mettre les élus pour travailler sur un dossier. Est-ce que, je vais le faire très court et très peut-être un peu fort, mais est-ce que c'est pour aller faire un discours et couper un ruban pour dire qu'on a accompagné le sujet, ou est-ce que c'est véritablement pour accompagner de façon organisée le sujet, une entreprise, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, un artisan, une entreprise, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ces fonctionnements-là ou ces modes de pensée-là ont évidemment le droit d'être exprimés dans un débat public, mais à un moment donné, au regard de l'urgence que nous rencontrons, des difficultés que rencontrent nos entreprises, se chicailler, entre guillemets, encore aujourd'hui sur ce schéma-là, c'est se tourner de façon relativement égocentrique sur des problèmes de compétences politiques, alors que la réalité, c'est que c'est l'intérêt collectif et l'intérêt général qui prime à destination des entreprises. Et que, sincèrement, lorsque vous interrogez une entreprise sur son accompagnement, je ne suis pas certain que si on faisait un sondage pour savoir qui l'a accompagné, elle est plus contente de savoir si c'est le conseil départemental, le conseil régional, le PCI ou Monsieur X ou Monsieur Y dans ses fonctions, Madame Y dans ses fonctions électives, mais si c'est vraiment un accompagnement. Ce que cherche l'entreprise, c'est la simplification des procédures et l'efficacité et l'efficience des procédures. Et un guichet unique de préférence, de ne pas avoir des aides à droite, à gauche. Où elles alors après, on peut se répartir les rôles si on veut, si ça peut couvrir les besoins égotiques des uns et des autres. Mais la réalité, à mon avis, aujourd'hui, dans le monde compétitif dans lequel nous sommes, il n'est pas à ce niveau-là. Donc, deuxième séquence, plus sur un peu aujourd'hui, l'évolution de ces relations entre État et collectivités. On va voir quand même que globalement, ça ne change pas énormément, j'ai envie de dire. Et parler plus particulièrement du plan de relance et du rôle des collectivités. Peut-être juste un mot sanitaire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des masques, on a parlé un peu des tests, mais aussi de la vaccination. Et on voit que, Christophe Bouillon, tout à l'heure, vous parliez des différentes associations d'élus qui avaient pris une prise de position commune, et on voit que sur la vaccination, ça a été la même chose. Hein. Il y a eu une offre des services, j'ai envie de dire, que dès le mois de novembre, et finalement, ça a été à nouveau un niet de la part de l'État, disons. Il n'y a pas eu de retour. Les collectivités voulaient rester dans leur rôle, mais de dire localement, on peut avoir un rôle dans la stratégie locale de la vaccination. Et même, on voit aujourd'hui que plus une fois, ça pourrait être utile, disons. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ces stratégies vaccinales avant de parler de la relance plus particulièrement?
Oui, rapidement peut-être sur la stratégie vaccinale. Encore une fois, on a des collectivités qui ont dit on est prêt et qui se sont organisées pour être prêtes et qui n'ont pas été associées dans la définition de la stratégie vaccinale ou même dans la plantation des centres de vaccination. Tout ça s'est fait, j'ai envie de dire, en huis clos. Les communes ont appris les choses soit par la presse avec une décision unilatérale du préfet. Et il s'est passé la chose suivante, c'est que derrière, encore une fois, malgré une mobilisation de sachants, j'ai envie de dire, avec des cabinets d'audit, des gens qui étaient armés pour réfléchir, il y a eu des impensés, c'est-à-dire qu'il y a eu des trous dans la raquette, pour le dire autrement. Je pense à la question, par exemple, des transports. Il y a des lieux de vaccination qui étaient très éloignés de populations de plus de 75 ans. Et donc, la réponse qui a été apportée de l'État, faisant ce constat finalement que les lieux d'implantation des centres de vaccination n'avaient pas pris en compte ni la dimension transport. Il y a en France quand même des territoires qui ne disposent pas de réseau de transport public et autres. Donc ils ont laissé les collectivités se dire ah bah écoutez, ça on n'y a pas forcément pensé, débrouillez-vous, vous les EPCI ou vous les communes, si vous le souhaitez, mettez en place des moyens de transport. C'est ce qu'on a fait par exemple dans la communauté de communes du côté de Barentin pour permettre, on a mis en œuvre une plateforme de covoiturage pour mettre en relation des personnes de plus de 75 ans avec des bénévoles pour les conduire dans les centres de vaccination. Sur la relance, moi je rejoins bien évidemment ce qui a été dit sur la clause de compétence générale. Je pense qu'il y a malgré tout un effort de clarification qui a été mené et qui n'est pas sans doute à remettre en cause à partir du moment où on respecte une sorte de principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on place la compétence là où il y a de l'efficience et sans doute de l'efficacité. Malgré tout, n'oublions jamais que le département, par exemple, est une collectivité qui aide beaucoup les communes. C'est un financeur des communes. Donc peut-être qu'il n'agit pas directement. C'est la solidarité territoriale dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais il est derrière. Bon, moi je crois beaucoup à la contractualisation. C'est ce que font les régions en général avec les EPCI et à travers les EPCI pour les communes. C'est-à-dire qu'on se mette d'accord à l'échelle d'un territoire sur, on se projette, on identifie les infrastructures qui sont indispensables et chacun se retrouve, les collectivités, autour de cette vision partagée. Je pense que c'est une bonne méthode, cette forme de contractualisation. Et sur la relance, le seul message qu'on a au niveau des communes, et c'est vrai des EPCI, c'est n'oublions pas que 50% de la commande publique, c'est les EPCI et les communes. Et ce que je crains dans le plan de relance, c'est que si on est très éloigné des communes et des EPCI, il n'y aura pas de ruissellement territorial, c'est-à-dire qu'on ne permettra pas aux communes et aux EPCI, par la commande publique notamment, de faire travailler les entreprises locales. Donc il y a un petit risque, c'est la raison pour laquelle on avait souhaité qu'il puisse y avoir notamment des sous-préfets à la relance pour territorialiser la relance. Là-dessus, ça se met en place, mais c'est un peu poussif. Donc on attend vraiment, encore une fois, si on veut que ça marche la relance, il faut que ça passe par la maille la plus fine et la plus proche des entreprises, et notamment par la commande publique qui est quand même déterminante en la matière. Vous avez quand même un peu le sentiment sur cette fameuse territorialisation du plan de relance qu'elle s'arrête un peu au niveau régional quand même, entre le préfet de région et le président de région. C'est pas pour vous opposer à Xavier Albertini, mais des fois que la gouvernance notamment, ça descend pas beaucoup au niveau départemental et encore moins au niveau communal. Alors je pense que ça dépend les cas, mais ça me choque pas que ce soit la région qui est la chef de file dans le domaine économique. La région travaille avec les EPCI, parler de contractualisation. Ce que je souhaite simplement, par contre, c'est qu'on ne soit pas dans un schéma habituel de contractualisation. Moi, je fais confiance aux régions pour aller vite. D'ailleurs, elles l'ont montré sur le plan de solidarité en direction des entreprises. Tout à l'heure, Xavier Albertini, il a raison, disait ce qui compte, c'est que l'entreprise qui en a besoin, elle dispose des outils qu'on lui met, qu'on a sous la main. Simplement, il faut peut-être laisser plus la main aux régions, paradoxalement, qu'à l'État, pour qu'elles très vite aillent en direction des collectivités. Voilà. Mais ça ne me choque pas que ce soit les régions au départ, parce que c'est leur boulot, c'est leur job. Elles sont chefs de file sur l'économie. Par contre, il ne faut pas que l'État retienne les régions en mettant en place des mécanismes
un peu compliquées, etc., avec des conseils régionaux, départementaux, etc. Focalise aux régions. Voilà, vous avez ça, faites, et c'est à vous maintenant d'organiser le ruissellement territorial en direction des EPCI et des communes. Malheureusement, ça existe un peu, ces machins dont vous parlez là. C'est parce qu'il y a des comités au niveau régional, après aussi au niveau départemental, qui font remonter au niveau régional. Vous avez Albertini un petit peu là-dessus. Donc là, sur ce rôle de pilotage, je pense que vous ne pouvez qu'approuver. Mais sur effectivement cette interaction entre collectivités et même avec l'État, disons. Parce que bon, Christophe Bouillon dit ce qu'il dit, mais j'ai quand même entendu des fois des élus plus sévères qui disaient on nous oublie, c'est une relation entre le préfet et la région, et nous, on nous oublie un peu quand même. Alors, ça pour vous faire réagir aussi. Hein. Tout ça relève aussi de la façon dont aborde la question ou les problématiques les différents élus et les différents représentants des régions et de l'État. L'exemple cité il y a quelques instants par Christophe Bouillon sur effectivement les déplacements concernant la vaccination, nous, dans le Grand Reims, par exemple, il a été réglé selon la fameuse formule, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Et on a mis en place un système de bus qui a fait le tour du monde quasiment, puisque même des télés japonaises sont venus voir le sujet, mais ce qui prouve aussi l'inventivité, l'intelligence vive et la réactivité d'acteurs locaux, que ce soit évidemment les élus, mais aussi l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent autour, pour gérer ce genre de choses. Donc, à une situation sérieux, enfin en tout cas analysée, on peut mettre en place par la flexibilité, par la souplesse, par l'intelligence collective, on peut mettre un certain nombre de places. Et je ne voudrais pas qu'on oppose non plus, ou en tout cas qu'on renvoie simplement la région comme étant une simple, avec ses compétences, comme étant à la fois le système d'entrée et le système qui viendrait quelque part empêcher la fluidité. Ça dépend également de l'impulsion, de la volonté politique. Alors, vous allez me dire que je prône pour ma région, mais je prône aussi pour l'exemple. Moi, j'ai la chance d'être à la fois acteur et spectateur, puisque quand j'ai une fonction plutôt transversale, je vois mes collègues élus qui travaillent sur tous ces sujets économiques, culturels. On a aussi une dimension culturelle, on a aussi une dimension de transport, évidemment une dimension d'enseignement. Et au-delà de la crise sanitaire à proprement parler, il a fallu réagir, il a fallu mettre en place un certain nombre de choses. On a fait un 360 économique, on a mis en place des fonds résistance, on a mis en place un certain nombre de choses, non pas pour créer des comités théodules qui ne fonctionneraient que sur eux-mêmes, mais pour que techniquement et concrètement, ça puisse diffuser, infuser, ça puisse ruisseler, selon la fameuse expression, au plus près des situations. Et les pactes de relance aujourd'hui qui sont mis en place avec un maillage régional en accord avec les EPCI au niveau départemental, eh bien, permet d'avoir le seuil critique de l'analyse, le seuil critique de la remontée d'informations et surtout le seuil d'action qui permet un effet de levier. Et comme ça, on arrive à piloter les choses. Juste une précision sur les packs dont vous parlez, si je ne dis pas de bêtises, c'est la déclinaison dans le Grand Est que des CRTE, là, ces nouveaux contrats de relance et de transition écologique, qui sont aujourd'hui, on devrait à l'avenir n'avoir plus que 2 dispositifs, les contrats de plan État-région et les CRTE. Et donc, on en parlait tout à l'heure, donc à l'échelle intercommunale, ce qui des fois agace un peu certains maires. Sur Romain Pasquier, sur ce sujet, parce que on voit malheureusement que la première année de la crise n'a pas toujours été apprenante, parce qu'on voit notamment sur la vaccination, on est toujours un peu sur malheureusement les mêmes symptômes, j'ai envie de dire. Et sur la relance, on voit quand même, je dirais pas toujours, hein, mais un État qui peut être parfois un peu vertical, quand même des tensions qui existent toujours parfois entre collectivités, pas toujours, mais quand même parfois. Donc ça change pas, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de nouveau. On compte sur l'initiative innovante des collectivités. On compte là-dessus pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Mais le modèle, il est très classique, hein, une contractualisation pensée d'en haut qu'on va faire appliquer selon des circuits qui ne sont pas complètement clairs, avec ses sous-préfets à la relance, le rôle du préfet, le rôle des régions. Pour tout vous dire, je trouve que s'il y a bien quelque chose qui a été manqué en termes de
de design de politique publique, c'est bien ce plan de relance. Là, d'une certaine manière, entre deux confinements, on avait le temps d'essayer de penser un peu différemment ce plan de relance. Je pense qu'il fallait s'appuyer sur les régions, qu'il fallait confier au président de région en confiance la relance, l'organisation de la relance dans les territoires. Moi, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Alors, vous me direz, le problème, c'est que, vous voyez, tout de suite, ça pose des problèmes politiques. Le gouvernement n'a pas forcément envie de donner les clés de la relance à des présidents de région. Mais d'une certaine manière, c'est ce qui se passe en Allemagne. Quand vous voyez des Länder allemands qui sont capables de mettre en place des plans de relance à plusieurs dizaines de milliards d'euros, hein, et on voit notre contractualisation de la relance qui prend du temps, qui va monter. Je crains, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense que la relance va être à la crise sanitaire un échec un peu comparable. Je pense que ça va être très lent, que les effets seront comme d'habitude moyens et que l'écart entre l'Allemagne et la France en matière de développement économique ne va pas se réduire grâce à cette relance. Hein. Malheureusement, je crois que c'est ce qui va… Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas nul, on le voit bien, on finit par y arriver après de multiples ajustements, mais on n'est jamais très bon. Hein, on n'est jamais très bon parce qu'il y a une embolie institutionnelle, parce qu'on repose sur des mécanismes de contractualisation qui ont 30 ans, les fameux contrats de projet, là, ça a 30 ans, 1984, c'est ça, ça date de… Vous voyez, donc tous ces mécanismes, ils sont vermoulus en réalité. Ils ne correspondent plus du tout au mode de gouvernance, au temps de réactivité des entreprises, et donc il serait temps de changer de logiciel. Et moi, vraiment, s'il y a quelque chose qui est dommage, je trouve que c'est… Et recruter, est-ce qu'on a besoin de sous-préfets à la relance avec la densité encore une fois, des services économiques dans les collectivités territoriales? Vous pensez qu'une métropole a besoin d'un sous-préfet à la relance, vous pensez qu'une région a besoin d'un sous-préfet à la relance? Ils ont tout à fait les moyens d'organiser territorialement un dialogue avec les EPCI et les communes sur la question de la relance. Ils en ont parfaitement les moyens. Donc, encore une fois, pour préserver certains petits espaces de compétences, l'État a complètement complexifié les circuits. Ce qui fait que ça va avoir un rendement moyen et plutôt décroissant, me semble-t-il. Moi, peut-être préciser ma pensée sur la question des sous-préfets à la relance. Il ne s'agit pas de créer des nouveaux postes, il s'agit qu'on ait un interlocuteur. Et pourquoi sous-préfet? Parce que c'est l'échelle d'arrondissement, c'est-à-dire plus près des communes, plutôt que d'avoir des comités, on les a évoqués tout à l'heure, où là, il y a un sentiment d'éloignement. Après, là où je rejoins sans doute Romain Pasquier, c'est que jusqu'alors, on avait l'habitude d'avoir une sorte de système de dilatation parce qu'on se disait il n'y a pas beaucoup d'argent du côté de l'État, donc tout est fait pour qu'on les dépense le moins possible. Là, on nous dit il y a beaucoup d'argent, mais finalement c'est la même méthode. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette difficulté finalement parce que la tuyauterie est compliquée à ce que cet argent, on puisse l'utiliser. Et il y a une forme de contradiction qui risque en effet d'être préjudiciable, où à la fois on annonce des sommes massives, hein, quand même, quand on voit les milliards qui sont mis sur la table, on se dit superbe, enfin, on va pouvoir sans doute accélérer un certain nombre de transformations économiques des territoires, et en même temps, quand on arrive au mode d'emploi, et on est beaucoup d'élus à avoir assisté à des réunions, on se dit bah, finalement, rien n'a changé, ce sera toujours aussi compliqué. Avant, c'était compliqué d'avoir de l'argent qu'il n'y avait pas, maintenant, c'est compliqué d'avoir de l'argent qu'il y a. Donc, c'est ça qui est incompréhensible pour beaucoup. Là, je commence à avoir beaucoup de questions qui tombent, pas mal sur les CRTE. Donc, je vous en cite juste une. Bon, je pense que ça vient plutôt d'un élu intercommunal. Il est logique que les CRTE s'élaborent et se signent à l'échelle intercommunale. C'est le bon niveau permettant plus d'efficience et de rapidité. Donc, peut-être que tous les maires n'ont pas forcément le point de vue, mais ça, et j'en ai une autre. Comment faire signer des CRTE en juin? C'est vrai que la date, théoriquement, c'est juin pour les signer, alors que les sous-préfets à la relance viennent juste d'être nommés et que la méthodologie d'élaboration n'est pas finalisée. J'ai l'impression qu'elle est finalisée sur les CRTE. Christophe Bouillon. Moi, je considère… Très court, c'est vrai. Très court. Autant la maille EPCI peut avoir du sens, autant faisons attention à l'effet écran. Pourquoi? Si je prends l'exemple de la transition écologique,
il y a des territoires qui sont beaucoup plus allants, qui ont déjà fait beaucoup de choses et qui craignent quelque part d'être bridés dans cet élan. Vous savez, il y a des appels à manifestation d'intérêt sur plein de sujets aujourd'hui. Il y a des communes parfois qui ont envie d'y aller. Vous savez qu'on a fait quand même des intercommunalités XXL, c'est-à-dire qu'on a créé aussi de l'épaisseur avec des gouvernances terribles. Donc voilà, moi j'ai un point d'alerte. Je ne discute pas la maille parce qu'elle peut être pertinente encore une fois sur des questions de réseau. C'est aussi un lieu de contractualisation avec la région, donc ça peut être utile. Mais attention à l'effet écran. J'ai une autre question sur l'Europe. Alors, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais c'est aussi un problème de temps. Pourquoi on ne parle pas de l'Europe et de ses 47,5 milliards d'euros à la politique de cohésion territoriale d'ici 2022? On ne parle pas non plus de l'initiative REACT-EU. C'est vrai qu'on sait que dans le plan de relance, globalement, il y a une part de l'Europe très importante. Et après, il y a tous les fonds structurels. Peut-être que Xavier Albertini a un mot là-dessus. Surtout que là, pour la première fois, on va avoir une concordance entre les calendriers des contrats de plan et des fonds structurels européens, ce qui est plutôt intelligent. Oui, mais là encore, je pense que c'est un problème d'acculturation par rapport à l'ensemble. Ce que rappelait Romain Pasquier en comparant, si j'ose dire, l'Allemagne à la France relève aussi d'une histoire interne à l'Allemagne qui n'est pas celle de la France. Je rappelle que cette année, nous fêtons le 200e anniversaire du décès de Napoléon et que, mine de rien, on est quand même un peu encore sous des régimes qui sont des régimes relativement verticalisés, nous le rappelons, et où lorsqu'il s'agit d'être inventif, nous avons tendance plutôt à recycler. Nous recyclons aussi cette image d'État-providence qui vient couvrir la totalité des besoins et on a du mal à imaginer parce que à chaque fois il faut un État et quelqu'un qui en a besoin. Il y a aussi une demande qui est instaurée et dont on ne cherche pas forcément à bien comprendre si elle est forcément systématiquement nécessaire. Et donc à un moment donné, je crois que c'est une acculturation de notre société, de la France en général, de nos institutions, de ceux qui la composent, qu'elles soient étatiques ou politiques, mais aussi du concitoyen qui en appelle à ces institutions, pour savoir si à un moment donné, on veut changer le modèle, le paradigme. Parce que sinon, nous resterons figés dans ce genre de situation, je ne dis pas vitam aeternam, jusqu'à éventuellement, malheureusement, un clash relativement conséquent, parce que la rupture sera là. Et donc, si nous n'avons pas la mise en place d'interfaces, d'inventivité, d'acceptation d'une évolution, quelque part la confiance des représentants de l'État d'un côté et la confiance des collectivités de l'autre, nous ne pourrons pas être inventifs. Ce qui fait qu'en période de crise, nous nous recroquevillons sur ce que nous savons faire ou ce que nous pensons savoir faire, qui ne correspond pas à l'évolution. Et comme à chaque fois que nous avons connu des crises économiques après avoir connu des crises sociales en France, nous repartirons avec une croissance a priori qui sera limitée, avec des amortisseurs qui seront ce qu'ils sont, mais nous sortirons en sifflet alors que d'autres auront pris d'autres chemins et nous nous comparerons toujours avec ce sentiment de système qui n'est pas abouti. Par rapport à la dimension européenne, c'est exactement la même chose. Les anciennes régions avaient une capacité je parle des anciennes régions Grand Est, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Lorraine-Alsace, avaient des taux de consommation des fonds européens qui étaient relativement différents. Pourquoi? Parce que là encore, il y avait une certaine acculturation d'Alsace par rapport à sa proximité, par rapport à son histoire, alors que d'autres ne l'avaient pas. Ce qui prouve bien que le pragmatisme et l'apprentissage est nécessaire pour aller chercher et l'inventivité vient compléter l'ensemble. Vous m'avez fait une formidable transition pour notre troisième séquence un peu sur demain et notamment sur peut-être la question institutionnelle de se dire est-ce que on a une partie de la réponse, mais quelle nouvelle organisation? Est-ce qu'on a un besoin de nouvelle organisation entre l'État et les collectivités demain? Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que oui. Comme on a dit tout à l'heure, c'est pas nouveau, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Même si c'est un peu un lieu commun, j'ai envie de dire aussi qu'une période comme la période actuelle, ça devrait être une période apprenante aussi. On dit toujours que la crise peut être un accélérateur de changement. Est-ce que toutes ces questions, la réponse est plutôt un peu, je dirais pas non, mais oui, un peu difficilement, disons. Et après, on parlera aussi un peu du projet de loi 4D qui pourrait être un véhicule pour cette réforme institutionnelle. Romain Pasquier. Écoutez, je ne sais pas si on a appris beaucoup. À titre individuel, on a dû apprendre un peu quand même. Est-ce que
de manière systémique, est-ce qu'on a appris? Sans doute un peu sur le terrain. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, notamment les collectivités territoriales, dans leurs relations entre elles, dans leurs relations à certaines agences de l'État, elles ont effectivement pu se socialiser différemment à des systèmes de réponse. En même temps, je n'ai pas tout à fait l'impression que toutes les leçons aient été tirées. Je ne crois pas qu'il y ait On a eu quelques commissions d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale, d'inégale valeur. On aurait besoin véritablement d'un grand retour sur expérience à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, pour essayer de tirer la substantive moelle de ce qu'il faudrait changer en termes de logiciel d'action publique. Connaissant le niveau de culture évaluative de notre pays, malheureusement, j'ai un peu de doute. J'espère simplement que la campagne présidentielle de 2022 fera de la réforme de l'État, au sens général du terme, de la réforme de l'administration publique, même si ça passionne pas les foules, mais on a quand même, je pense que tout un chacun a compris que c'est le préalable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un processus systémique qui peut faire face à une série de crises, pour reprendre l'expression de M. Albertini, il y a un risque qu'un jour, on prenne un clash véritablement en pleine figure. Je vous rappelle l'étrange défaite de Marc Bloch lors de la défaite de 1940. On pensait qu'on était les meilleurs du monde, là aussi, qu'on avait la meilleure armée du monde. On pensait qu'on avait le meilleur système sanitaire au monde. On pense toujours ça. Sauf que il y a parfois des rendez-vous manqués. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir ce retour sur expérience, je crains qu'on ne l'ait pas. Honnêtement, je ne suis pas très, très optimiste. On risque de reproduire un peu les systèmes anciens. Et sur le projet de loi 4D, parce que là, vous projetez déjà en 2022, est-ce que, à savoir s'il pourra être inscrit ou pas à l'agenda parlementaire, est-ce que, sans que ça soit le grand soir, mais est-ce que c'est quand même un texte qui pourrait tenir en compte en partie certains dysfonctionnements, même si certaines choses étaient déjà abordées avant même la crise sanitaire. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs avec la crise précédente des Gilets jaunes. Est-ce que quand même tout dépend ce qu'on en fait, mais cette loi pourrait quand même avancer sur un certain nombre de sujets, et notamment peut-être plus de clarification entre certaines collectivités, au-delà d'une grande loi de décentralisation, mais peut-être mettre un peu plus de simplicité. Et peut-être des choses aussi en matière sanitaire. Peut-être que ça, on en parlera avec Xavier Albertini après. Nous, au niveau des villes, des collectivités, des communes, on ne souhaite pas de grands soirs, mais on ne veut pas des petits matins non plus. Pour être clair, nous, on souhaite que ce texte de loi soit débattu assez rapidement pour tirer les leçons de ce que nous vivons actuellement. Nous, on voudrait la décentralisation jusqu'au bout. Ce qui est insupportable, c'est le sentiment qu'on n'a jamais terminé avec la décentralisation dans ce pays. On voudrait une déconcentration vraiment, parce que le problème, c'est qu'il y a les deux jambes sont bancales. L'État ne va pas jusqu'au bout de l'exercice, notamment sur la déconcentration. On a 1000 exemples qu'on a cités dans nos échanges. On veut la différenciation, mais encadrée, parce que je crois qu'en la matière, il faut sans doute peut-être aller encore plus loin sur l'expérimentation avant de lâcher prise sur la différenciation qui n'est pas sans un certain nombre de risques et d'alertes là-dessus. Et puis enfin, quand vous dites le mot décomplexification, vous avez tout dit. Je pense que… Je n'ai même pas osé le prononcer. Voilà. Je crois que sur la simplification, franchement, là où le bas blesse à chaque fois, c'est que quand on nous dit simplification, on nous sort des schémas d'une complexité absolue. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a une question de culture. Tout à l'heure, Romain Pasquier citait l'ouvrage de Marc Bloch, mais au-delà de ça, il y a d'autres ouvrages. On connaît l'ouvrage sur la trahison des clercs, la trahison des élites quelque part. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai changement qui doit s'opérer sur la formation des fonctionnaires d'État. Je pense qu'on parle souvent des stages qu'ils effectuent dans les préfectures, mais il y a un stage qu'ils devraient effectuer, c'est dans les collectivités et notamment dans les communes. Parce que c'est là aussi où il y a sans doute une bonne dose de bon sens et une capacité sans doute à s'organiser et à vivre autrement ce que nous vivons comme élus, mais ce que nos agents
vivent avec nous. Parce qu'on a dans nos collectivités, c'est vrai en région, c'est vrai dans les départements ou dans les communes, croyez-moi, des fonctionnaires qui réagissent autrement, qui réagissent avec beaucoup plus de bon sens, d'efficience et d'agilité. Christophe Bouillon, sur le projet de loi 4D, vous m'avez dit plutôt qu'une grande loi, le grand soir, donc sans que ça soit le petit matin, pour reprendre votre expression, vous m'avez dit ce dont on a surtout besoin, c'est un mode d'emploi. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses où c'est pas assez clair, c'est pas assez. J'étais sur la clarification. Est-ce que ça rejoint ça aussi? Qu'est-ce que disait tout à l'heure Xavier Albertini, et je le rejoins à 200%. C'est qu'à un moment ou à un autre, on fasse confiance quelque part. Et Romain Pasquier le disait aussi en comparant, quand on regarde un peu ailleurs ce qui se passe. On est dans une telle culture aujourd'hui qu'il y a de l'infantilisation. Je pense qu'on y arrivera si à un moment ou à un autre, il y a de la responsabilisation. La responsabilisation en direction des collectivités locales, quelles qu'elles soient, et des élus qui les administrent. Vous savez, l'évaluation dans les collectivités, elle est beaucoup plus évidente aujourd'hui que dans certaines grandes administrations et certaines grandes agences. Et par ailleurs, nous, il y a un juge de paix permanent. On a la corde courte, on est à portée d'engueulade, comme le dirait le président du Sénat, et je peux vous dire que ça joue. D'ailleurs, une des grandes leçons de la décentralisation, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'on ait des bons lycées, des bons collèges et sans doute des améliorations dans un certain nombre d'infrastructures, c'est la corde courte. C'est quelque part cette capacité qu'on a d'être jugé en permanence. Donc je pense qu'il faut en finir avec cette infantilisation et aller vraiment ouvrir les vannes sur la responsabilisation. Xavier Albertini, vos attentes sur un texte comme 4D, ou peut-être au-delà, hein, je ne veux pas tout fixer sur ce fameux projet de loi, et notamment sur le volet sanitaire, parce que dans l'évolution qu'il y a pu avoir du texte, au moment où on en parlait encore beaucoup en fin d'année dernière, on avait dit il y aura, ce qui n'était pas prévu initialement, aussi un volet sanitaire et médico-social. Et sur le volet sanitaire, on parlait notamment de la gouvernance des ARS. Donc là, ça serait plus avec une place pour les régions. Ça, j'imagine que vous y êtes plutôt favorable. Tout à fait. Mais je voulais revenir sur cette dimension d'infantilisation qui est plus qu'un sentiment, qui est en tout cas un rapport qui, à mon avis, existe largement et qui dépend aussi. Confiance aussi que vous avez abordé aussi Christophe Bouillon. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent aussi, cette demande aussi de la part des collectivités de plus de confiance de la part des services de l'État. C'est un peu en parallèle. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'elle dépend aussi de la complication, de la complexification d'un certain nombre de textes, d'un certain nombre de sujets, et quelque part, là encore, d'un manque de confiance de ceux et celles qui ont à distiller cette information. Moi, je suis pour le stage, vous savez, dans une entreprise qui vend des hamburgers où vous passez par tous les postes pour savoir ce qui se passe au niveau de la friterie, ce qui se passe au niveau de l'accueil, etc. Et quand on ne fait que de l'entre-soi, ou en tout cas dans des schémas qui sont bien guidés, on arrive à un moment donné où les gens ne se parlent plus, en tout cas ne s'entendent plus. Et cette dimension effectivement de rapport à l'autre et de confiance pourrait faire en partie glisser le débat de l'infantilisation à quelque chose d'une responsabilisation croisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne effectivement cette loi 4D. Je crois là encore qu'à chaque fois qu'on entend parler d'une loi, on est toujours dans un système relativement binaire, manichéen, c'est soit ça n'existait pas, soit ça va tout résoudre. Et la réalité, c'est que là encore, il y a beaucoup d'attentes sur cette loi. Elle a été construite au départ sur la suite des Gilets jaunes. Elle intègre désormais une question en lien avec la crise. Pour autant, elle ne sera pas, il faut se le dire, l'alpha et l'oméga de toutes les résolutions, de tous les problèmes. Moi, je crois beaucoup à la dimension d'expérimentation. Et si on peut, par petites touches, mais là encore par confiance, faire évoluer les choses, et vous évoquiez les ARS il y a quelques instants, passer d'un conseil de surveillance à un directoire dans lequel, ou un conseil d'administration dans lequel les collectivités seraient représentées, mais avec une vraie voix pour avoir un échange et pas simplement un siège, simplement pour faire un tour de table, là, il y aurait une dimension complémentaire qui permettrait de l'ajustement. Ce qui se passe dans la région Grand Est en matière sanitaire n'a rien à voir avec ce qui se passe en région, par exemple, Aquitaine. Et si on reprend ce qui se passe actuellement et c'est pour ça que je suis plutôt confiant dans la nature humaine et dans notre future organisation, regardez de façon très immédiate ce qui se passe à Nice ou ce qui se passe à Dunkerque. On commence à réfléchir de façon
territorialisé. Alors, c'est les faits qui nous obligent à faire les choses comme ça, en tout cas qui obligent le gouvernement et les différentes collectivités à réagir. Mais est-ce que l'on peut imaginer qu'il y a un an, par rapport à un confinement total, généralisé, absolu, verticalisé, on ait pu imaginer ça? Alors qu'il y a un an, la vague, elle venait de l'Est, il n'y avait absolument rien sur la dimension, sur la face atlantique, et pourtant, on a confiné tout le monde parce qu'on n'a pas eu le retour d'expérience ou la volonté de faire autrement. Là, les faits obligent à faire autrement. Alors, on nous explique que ça crée des difficultés, ça, pour ne pas faire, ou en tout cas pour limiter l'impact, mais je pense que c'est un bon moyen d'expérimentation qui devrait après se retrouver dans la loi, dans ce concept d'évolution des pensées. Note un peu optimiste quand même de dire que l'évolution de la crise. Oui. Dans lequel nous sommes, si nous ne sommes pas encore un peu optimistes, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, Et alors, malheureusement, il est déjà 4 heures, mais quand même une petite question sur un sujet très large, sur la différenciation. Donc, Christophe Bouillon, je vous sentais pas négatif sur la différenciation, mais vous étiez OK, mais avec l'encadrement. J'avais envie de poser la même question à Romain Pasquier. Est-ce que justement, bon, il y a un autre texte du gouvernement, un projet de loi organique sur l'expérimentation et la différenciation. Est-ce que, tout dépend de comment on la met en place, mais est-ce que c'est pas ça aussi une des grandes innovations alors peut-être avec une part d'encadrement, mais de se dire d'avoir une France qui soit plus un monolithe, mais qui est selon les réalités locales, mais d'avoir des possibilités, d'avoir quand même des choses mises en place différentes. Oui, c'est sans doute une idée novatrice, une idée qui est très éloignée du modèle républicain initial. Il faut avoir bien ça en tête. Le modèle républicain, c'est construit contre les particularismes. Donc, si vous voulez instaurer ce qui existe déjà beaucoup dans les territoires d'outre-mer, par exemple, ou voire même en Corse, voire évidemment en Alsace ou en Moselle, etc. Mais essayer effectivement de faire du sur-mesure sur un certain nombre de compétences, ça me paraît être de bonne politique, tant on connaît la complexité, la spécificité économique, etc., d'un certain nombre de sujets. Alors, il aurait fallu une réforme constitutionnelle pour qu'elle soit véritablement d'ampleur. Elle n'aura pas lieu. Il aurait fallu réformer le pouvoir réglementaire, il aurait fallu faire un certain nombre de choses. Donc, elle sera de faible ampleur, cette réforme, mais elle aura le mérite d'exister, me semble-t-il, et que l'idée de différenciation progresse. Si on met ça en lien avec ce que disait M. Albertini à l'instant, ces faits, ces nécessités de la crise qui nous font traiter localement un certain nombre de problématiques sanitaires, je pense que la France commence à s'habituer finalement à des mécanismes de différenciation. Alors, le problème que l'on a quand même, c'est qu'est-ce que la différenciation? Est-ce que c'est l'exercice de compétences ad hoc par des collectivités? Est-ce que c'est une adaptation régionale ou locale d'un cadre national qui serait spécifié à chaque fois dans chaque séquence législative ou texte législatif? Voilà, ça peut être beaucoup de choses, la différenciation. Par ailleurs, quelle collectivité? Moi, je suis un peu réticent à ce que l'ensemble des collectivités puissent exercer ce droit à la différenciation. Moi, je pense qu'il faudrait là aussi peut-être, si on regarde un petit peu ce qui se passe chez nos voisins européens, c'est soit à l'échelle très locale, soit à une échelle régionale. Mais si tout le monde commence à faire de la différenciation, ça peut être aussi, et s'il n'y a pas de principe un peu vertébral de coordination, il y a un peu un risque aussi de mosaïque d'une certaine manière. Donc, qu'un droit à l'expérimentation soit possible pour un ou deux niveaux de collectivité, que ce droit à l'expérimentation ne soit plus simplement un droit à la généralisation, comme c'était le cas depuis 2003, mais un vrai droit à la différenciation parce que correspondant à des spécificités culturelles, économiques ou géographiques, oui. La loi 4D, elle avancera un petit peu, elle fera avancer cette idée, mais je pense qu'il faudra, pour aller encore plus loin, une modification de la Constitution.
Le temps passe malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête là. J'ai encore un certain nombre de questions, mais que je ne pourrais pas poser. Notamment, j'en vois deux sur les appels à projets ou les amis, les appels à manifestation d'intérêt, avec des fois le sentiment qu'il y en a trop, que ça peut un peu bloquer ou ralentir certains projets dans le cadre de la relance. Bon, ça sera un sujet en tant que tel, parce qu'en même temps, il y a peut-être besoin de ce type de dispositif, mais c'est vrai qu'actuellement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi de l'État, de la part des régions aussi, d'autres organismes, la Banque des territoires aussi fait ses appels à projets. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, les collectivités, c'est à elles de répondre, il faut un minimum d'ingénierie, donc on voit que c'est complexe. Sinon, je m'arrête là. J'en profite pour bien vous remercier tous les trois parce c'est vrai que c'était pas évident parce qu'on a brassé large, si je puis dire. On pourrait se retrouver au moins 2 ou 3 fois encore, je pense. Peut-être qu'on le fera, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, merci à vous trois et merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.